Chers auditeurs de Toxin, bonjour, bonsoir, il est 18 h, c'est l'heure de votre rendez-vous quotidien sur Toxin, un rendez-vous qui vise évidemment à continuer de couvrir l'actualité, cette actualité riche du mois d'août, à ne pas vous abandonner. Et aujourd'hui, nous avons une actualité extrêmement lourde, extrêmement importante, sur laquelle on va passer du temps. Mais avant toute chose, j'aimerais vous demander de vous abonner à notre chaîne et de mettre des pouces en l'air, puisque c'est notre seul moyen d'être visible, hein, malgré la censure un peu en sous-main des algorithmes. Eh bien, sachez que nous sommes, après seulement un an d'existence, à 199 000 abonnés. On peut atteindre les 200 000 cette semaine avant la rentrée. Ce serait tout simplement du jamais vu dans l'histoire des médias alternatifs. Donc ce serait extraordinaire. Je vous demande vraiment à tous de vous abonner pour, voilà, tout simplement donner à cette chaîne, si vous pensez qu'elle le mérite, toute la visibilité qu'elle peut avoir. Aujourd'hui, donc, une actualité extrêmement, voilà, tendue, qui peut prêter à beaucoup d'interprétations. C'est bien évidemment la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques et la symbolique qu'il y avait derrière. Et pour cela, je suis très très heureux aujourd'hui de recevoir Sylvain Durin. Bonjour Sylvain. Bonjour Valentin, merci de votre invitation, puis bravo pour ce succès mérité. Ah bah écoutez, merci beaucoup, auquel vous avez d'ailleurs contribué aussi, vous, pendant le long de l'année. Vous êtes, Sylvain, donc éditeur, hein, très belle édition du Verbe Haut, pour laquelle je n'ai évidemment aucun conflit d'intérêt, puisque je n'y ai pas du tout publié de livre cette année. Et puis donc, d'ailleurs, vous travaillez sur un sujet qui est en lien avec le sujet d'actualité dont on va parler, puisque vous travaillez sur un livre avec René Girard, qui s'appelle Penser le monde avec René Girard. Êtes-vous dans les derniers instants, les dernières finitions, et je crois que ce livre sort début septembre, c'est bien ça? Alors le titre a changé, c'est Ah, René Girard du désir à la violence, ce qui correspond plus en réalité au monde qui nous attend. Et pour tout vous dire, vous me trouvez assez heureux et soulagé puisque le livre est parti à la mise en page ce matin. d'accord, donc Donc je n'ai plus rien à faire, moi, maintenant c'est le travail de la mise en page, impression, etc. Donc j'ai enfin terminé ce long travail de plus d'un an et demi d'écriture. Voilà. d'accord, donc là c'est vraiment l'aboutissement de voilà, un long travail, et on vous recevra évidemment sur Toxin pour en parler en septembre. Alors Sylvain, donc, je vous reçois aujourd'hui puisque vous avez beaucoup travaillé sur les sujets notamment thématiques du sacrifice symbolique, en fait, de la symbolique aussi de la disparition du sacré, de cette nouvelle religion qui s'étend dans l'humanité, et qui donc a fait une démonstration de force hier soir à la cérémonie de clôture. Il faut dire qu'elle avait déjà commencé à la cérémonie d'ouverture. Donc je vous propose de faire un rapide récapitulatif des symboles, des faits marquants de ces cérémonies-là, et puis ensuite d'aller plus en profondeur dans l'analyse. Alors tout d'abord, je tiens à dire une chose, c'est que à mon modeste niveau, je n'ai évidemment pas eu accès au cahier des charges, comme tout un chacun en réalité. Je ne connais pas personnellement les personnes qui ont organisé tout ça, et je sais qu'on ne peut pas leur faire confiance puisqu'elles mentent comme des arracheurs de dents. On l'a bien vu lors de la cérémonie d'ouverture où d'abord c'était la scène, ensuite c'était plus la scène, et puis finalement c'était la scène, mais c'était pas vraiment. Enfin, on ne savait plus trop. Donc je vais être obligé de me baser simplement sur ma capacité d'interprétation. Donc peut-être que ce soir on va se tromper sur certaines choses, c'est tout à fait possible. Parfois, on va aller trop loin, parfois, on va ne pas aller assez loin, justement. Donc, il faut que l'auditeur ait ça en tête. On n'a pas toutes les cartes en main pour pouvoir tout expliquer. On peut simplement voir les symboles qu'on connaît et puis se rendre compte quand même d'une chose, c'est qu'il y a une cohérence entre la cérémonie d'ouverture et la cérémonie de clôture. Cérémonie d'ouverture, si on veut faire un large panel, on va pas reprendre puisque tout a déjà été dit et redit. Mais on a vu des blasphèmes, des choses sataniques, avec par exemple bon, le blasphème évidemment de la scène, où le Christ était représenté par une transsexuelle, si je ne dis pas de bêtises, ou un transsexuel, d'ailleurs, je ne sais même plus comment on doit dire, avec les apôtres également. Il y avait des choses un peu pédophiles. Sachez une chose, c'est que la Turquie, si j'ai eu des bonnes informations, a censuré plusieurs, et d'autres pays, hein, mais je connais bien plus la Turquie, a censuré cette scène en disant qu'il fallait quand même protéger les enfants de la vision d'un pénis qui était, qu'on a vu donc tous, tout le monde a vu ce pénis à heure de grande écoute avec un enfant qui se trouvait à quelques mètres. Donc des choses pédophiles, des choses sataniques, avec notamment Marie-Antoinette, où on a revécu, ils nous ont remontré le sacrifice de manière sanglante en plus de la reine de France. Donc voilà, on était dans un cocon finalement de destruction. On a détruit quelque part toute l'anthropologie française. Qu'on soit croyant ou non, l'anthropologie française est fondée sur un baptême, sur le baptême de Clovis. Donc c'est
qu'on soit culturellement catholique ou qu'on ait la foi, on est le fruit de cette anthropologie-là, pardon. Et on a eu affaire, je trouve, hier soir, à la suite logique, c'est-à-dire qu'on a détruit, c'est un peu ce qu'explique René Girard aussi, c'est que l'ordo a chaos, on a créé un chaos, et on va proposer une sorte de nouvel ordre. Alors il y a quelques indices qu'on peut quand même prendre, et on peut être à peu près sûr qu'on ne se trompe pas quand même. Quand on regarde l'affiche, j'invite les gens qui regardent sur Internet à regarder le visuel de la soirée de clôture. C'est très sombre, c'est très noir. On a la planète Terre. En haut, je crois que c'est marqué JO 2024. Et on a un personnage qui va tomber. C'est un personnage c'est un être humain qui a la tête à l'envers, qui est en or, qui est doré, alors que tout le reste est extrêmement noir. Donc moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, bah, évidemment, c'est logique. On a détruit, donc la première étape de la reconstruction, c'est de remontrer la chute. Donc la chute avec un grand C, c'est-à-dire bah, la chute de l'homme face au péché originel. Et puis bon, j'ai eu un peu peur de ce que j'allais voir ensuite, et puis j'ai pas été déçu, puisque effectivement, celui qui était encore un homme sur l'affiche n'était plus un homme. C'était une sorte de créature monstrueuse, toute dorée, donc tout en lumière. Ils ont appelé, alors j'ai noté parce que ça m'a fait un peu rire, ils l'ont appelé le Golden Voyager. Donc il y a quand même l'aspect doré de lumière, quoi. Et le voyageur, celui qui passe d'un monde à l'autre. Et donc, je pense qu'on peut quand même le dire que c'est Lucifer. C'est l'ange de Celui qui lumière. transgresse les frontières. Exactement. Et c'est le porteur de lumière, c'est lui qui porte la lumière dans toutes les scènes qu'on a vues. Il est entouré de beaucoup d'autres personnages dans une mise en scène. Alors, je n'ai pas vu l'intégralité, hein. J'ai vu les extraits uniquement pour vous, Valentin. Merci beaucoup. Je suis désolé de vous avoir infligé ça, mais je pense que Ah, c'était nécessaire pour nos tout à auditeurs, en tout fait, cas, pour transmettre un message. exactement. Et donc, à un moment donné, il va être en face d'un ange décapité. Alors évidemment, on nous dira que tout ça est faux, hein. On nous dira que c'est pas Lucifer, mais c'est un personnage de série que j'ai regardé aussi. Mais ce personnage de série, j'ai plus le nom de la série en tête, j'ai noté, mais c'est pas très important. Est déjà une transcription de Lucifer dans la série. Vous voyez, donc Hmm. il joue toujours sur deux tableaux. Effectivement, cet ange décapité, c'est un personnage de l'Antiquité, enfin de la mythologie grecque. Mais il n'empêche que c'est un ange décapité qui est face à Lucifer. C'est un ange blanc. Donc le blanc, c'est évidemment la pureté de l'ange, quoi, et qui est face à la grandeur et à la victoire de Lucifer. Et puis ensuite, ce personnage monstrueux, tout en lumière, va manipuler, ou en tout cas va diriger. Je pense qu'il y avait quand même beaucoup de figurants, hein. J'imagine une trentaine ou une cinquantaine de figurants en blanc. Donc on peut imaginer que ce sont aussi des anges, pour être un peu logique. Et donc ce sont des anges qui vont passer, en tout cas c'est comme ça que je l'ai compris, si on suit cette grille de lecture, qui vont passer d'un statut angélique, enfin d'un statut angélique positif, à un statut angélique négatif, où ils vont suivre finalement bah, l'ange déchu. On Donc on remarque va que avoir ces beaucoup gens n'ont de... pas de visage d'ailleurs, donc il y a Tout à fait. une dépersonnalisation en fait de ces danseurs et que voilà, peu importe où ils sont dans la scène, ils reproduisent les mêmes gestes dans une absolue synchronisation, ce qui montre le côté contrôle en fait, contrôle de masse quoi. Exactement. Donc il y a ce côté-là, donc moi j'y ai vu une sorte de rituel, ça m'a fait penser, malheureusement je l'ai noté sur une autre feuille, mais ça m'a fait penser à une pièce, je crois que c'est Stravinsky. J'ai plus le nom en tête, mais c'est une pièce très connue, c'est Le Printemps. Je crois que ça s'appelle Le Printemps. La danse du printemps, quelque chose comme ça. Et ça m'a vraiment fait penser à ça, qui est un rituel sacrificiel en réalité, où à la fin de la pièce, on mime un sacrifice humain. Alors, il n'y a pas eu de sacrifice humain mimé ce soir-là. Mais je pense une chose, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, Valentin, mais je pense qu'il y a eu une sorte d'autocensure hier soir, parce que j'ai trouvé que finalement, si on n'était pas habitué à certains symboles, on pouvait quand même passer à côté, alors que la cérémonie d'ouverture, pour passer à côté de la scène, passer à côté des blasphèmes, etc., c'était quand même compliqué. Et là, j'ai trouvé que peut-être que le tollé mondial, et puis finalement tous les gens sur les réseaux qui se sont plaints, qui ont combattu et condamné cette cérémonie d'ouverture, j'ai l'impression qu'ils sont peut-être un peu auto-censurés et qu'ils sont restés plus dans l'ordre un peu plus symbolique, ésotérique, et c'était peut-être plus compliqué. Je ne sais pas.
à comprendre les choses. En Je tout ne sais cas, pas si c'est vous avez. sur des images qui, objectivement, heurtent moins que, effectivement, la parodie de la scène qui a pu être montrée. Il n'y avait pas d'enfants, alors qu'effectivement, vous avez raison, il y avait des enfants qui étaient dans cette parodie de la scène. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui a qui a retracé le parcours de cet enfant, je ne sais plus, sur un compte Twitter, qui montrait qu'elle était, en tout cas, lié à des personnes qui avaient eu des propos ou des positions assez plus que limites sur la pédophilie. Et donc, en fait, voilà, c'est que ça aurait été plus symbolique, effectivement, la cérémonie de clôture. Il y avait quand même, comment dire, euh, on a senti, je ne sais pas s'il y a une autocensure, puisqu'effectivement, on n'a pas accès au cahier des charges, mais ce qui est certain, c'est que c'est assez difficile de tracer un lien entre les Jeux Olympiques, le vertu du sport, ou alors la vertu de la nation qui y reçoit, et ce qu'on a vu hier soir. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on s'est quand même rappelé que ces cérémonies d'ouverture et de clôture, elles sont là pour symboliser à la fois les valeurs du sport, les valeurs traditionnelles, puisque les Jeux Olympiques ont été créés modernes pour restaurer les valeurs traditionnelles antiques. Et on voit assez peu de ces valeurs-là à travers ce qu'on a vu hier soir. Donc on a quand même Alors, l'impression que ces Jeux Olympiques ont davantage servi, en tout cas les cérémonies, à incarner quelque chose de nouveau qui arrivait, plutôt que l'exaltation et la célébration des valeurs traditionnelles. je suis tout à fait d'accord et c'est assez drôle que vous disiez ça parce que je les ai cherchés. Je me suis dit, après tout, soyons un peu, essayons de penser comme un peu n'importe qui. Où est-ce qu'on pourrait voir dans cette cérémonie un peu de sport? Est-ce qu'on voit un ballon de football? Est-ce qu'on voit quelqu'un faire du sport? Et on en voit en nombre. Il y a des ombres qui sont gigantesques qui passent sur le public. On D'accord. voit un cheval, on voit un lanceur qui va lancer d'ailleurs de manière, c'est la statue d'un lanceur. Donc ça fait vraiment penser à la mythologie. Mais ça n'est pas sur scène. C'est très symbolique tout ça, évidemment. Ça n'est pas sur scène, ça n'est pas en lumière, c'est en ombre, comme une ombre chinoise qui va se trimballer tout autour du stade. Je crois que c'était au Stade de France, si je ne dis pas de bêtises, tout autour Oui. du Stade de France. Donc ça, c'est aussi symbolique, c'est-à-dire qu'on le met quand même, parce qu'on ne pourra pas dire qu'il n'y était pas, mais c'est caché, ça n'est pas vraiment montré, et c'est en miroir et c'est en ombre. Il y avait aussi une autre scène qui m'a intéressé, c'est à un moment donné, on entend l'hymne d'Apollon, donc avec quelqu'un qui joue du piano. Cette personne va être quasiment la tête à l'envers sur un piano qui va être face à lui, et cette personne-là va monter. Il y a eu des prouesses techniques quand même, hein, on ne peut pas Mm. dire le contraire, hein, mais au service de quelque chose de très noir. Donc lui habillé tout en noir, et il y a une espèce de résidu noir, qui est sans doute une robe, qui va faire le lien entre lui et le sol, et il va jouer l'hymne d'Apollon. Donc ça, c'est quelque chose de très noir aussi. Donc je n'ai pas eu le temps vraiment de chercher la symbolique de ce personnage-là. Mais en tout cas, l'hymne d'Apollon, Apollon, on connaît. Apollon, ça marche bien dans les deux sens. On essaie d'expliquer, c'est-à-dire que ça peut marcher pour les arts, puisque Apollon est aussi le dieu des arts, donc après tout, pourquoi pas. Et puis il y a le côté sportif, etc. Donc ça peut fonctionner. Mais aussi, moi, j'ai beaucoup travaillé sur les figures mythologiques pour mes différents livres autour du travail de René Girard. Et Apollon, c'est aussi celui qui, par sa flèche, inocule la peste. Donc il y a aussi des choses très noires dans Apollon. Et pour ne pas être malade de la flèche d'Apollon, ben, il va falloir pratiquer un sacrifice. Et évidemment, un sacrifice rituel, donc un sacrifice potentiellement sanglant. Et à l'époque, on sacrifiait évidemment des enfants, des choses pures et des choses rares. Donc si on creuse, alors là, par exemple, ça peut être quelque chose d'exagéré. J'en ai bien conscience, peut-être que ça n'a pas été pensé comme ça. Mais en tout cas, si on est dans notre grille de lecture et qu'on a raison d'avoir ces grilles de lecture, bah, ça rentre dedans, ça colle bien dedans, quoi. Et, et C'est pareil, j'ai vu beaucoup de choses sur. Ouais, oui, Alisan, pardon, je me permets de rajouter que la thématique de la flèche, elle est bien présente aussi sur la scène, puisque au centre du Stade de France était représenté le monde entier, une map monde, transpercée d'une flèche, alors qui était par où entraient les athlètes sur la plateforme, mais en tout cas, la thématique de la flèche était aussi présente là-dessus, donc voilà, sans faire d'affirmation définitive, on peut en tout cas dire que il y avait certaines symboliques qui, prises les unes après les autres, commencent à dessiner quelque chose d'assez cohérent. exactement. On a quand même un puzzle on peut se tromper, mais honnêtement, je pense sincèrement on est quand même pas loin de ce qu'il y avait à voir, quoi. Pareil, j'ai vu beaucoup de choses.
sur Tom Cruise. Évidemment, il y a une question qu'on doit se poser à chaque fois qu'on voit ce type d'événement, c'est est-ce qu'on délire ou pas? Donc Tom Cruise, pourquoi il est choisi? Est-ce qu'il est choisi parce que c'est Tom Cruise, c'est une star internationale, il fait la transition entre Paris et les États-Unis, puisque la prochaine ville à accueillir les JO sera Los Angeles? Ou est-ce qu'il est choisi pour autre chose, c'est-à-dire parce qu'il est scientologue? Alors là, j'ai pas la réponse. Mais s'il est choisi, enfin, moi personnellement, je pense qu'il a été choisi parce que c'est Tom Cruise en fait et que ça va faire des millions de vues aux États-Unis et qu'il y a un lien. Voilà. Ça, je pense que c'est pour ça. Mais imaginons qu'il ait été choisi également pour le fait qu'il y ait la scientologie. Eh bien, il faut qu'on creuse ce qu'est, enfin qu'on creuse, qu'on regarde un petit peu plutôt en surface ce qu'est la scientologie, parce qu'on n'a pas le temps de faire plus. Quels sont les principes de la scientologie? Le premier, c'est que l'homme est un être spirituel immortel. Donc on sent quand même une vision un peu spirituelle dans cette cérémonie, on la sent quand même. Spirituelle dans le mauvais sens du terme d'ailleurs. C'est aussi une secte qui pense que la capacité physique de l'homme est infinie. C'est-à-dire qu'on doit atteindre un niveau de conscience supérieur pour nous permettre d'atteindre la capacité infinie physique de l'homme. Donc quelque part, c'est une sorte de gnose moderne qui refuse les limites de la création. C'est-à-dire que l'homme est un être limité, que ce soit intellectuellement et physiquement. On a été créé comme ça par Dieu, et c'est comme ça, et tant mieux. Enfin, et on n'a pas le choix de toute manière, mais ça nous permet de travailler. Voilà, c'est comme ça. Mais eux refusent ça, et on a quand même quelque chose d'assez cohérent qui va contre mon premier instinct qui disait mais non, il a été choisi parce que c'est Tom Cruise. C'est que évidemment les valeurs de transcender son propre corps et tout, ça peut rentrer dans le sport. Et quand on voit la cérémonie d'ouverture et de clôture, l'aspect spirituel, il est là également. Donc il y a une espèce de fusion entre cette vision sportive qui est tout à fait saine, hein. Moi, je tiens aussi à féliciter les sportifs, pas tous, mais je pense qu'il y a 90% des sportifs qu'on a vus aux Jeux Olympiques qui n'ont rien à voir avec tout ça, qui ont montré une belle image du sport, une belle image de se dépasser soi-même, etc. Ça, c'est des valeurs positives qu'on peut quand même mettre en avant. Et je trouve que ça a été plutôt bien réussi. Les frères Lebrun, Léon Marchand, enfin moi je trouve ça très très positif. On a quand même vu qu'il y avait une jeunesse en France, une jeunesse française en plus, qui ne tombait pas dans le wokisme et dans toutes ces choses très négatives et qui sont dans des valeurs très positives. On peut quand même aussi le dire. Parce que je trouve, peut-être qu'on va déjà trop loin, c'était peut-être une conclusion ça, mais je vais le dire maintenant. Je trouve quand même aussi qu'on peut être vite enfermé dans bah non, mais ça c'est moche, c'est satanique, ce qui est vrai. Donc je me déconnecte de tout et en fait tout va mal et je ne veux plus rien voir et je vis dans ma bulle. Et je pense que ça pour le coup c'est vraiment quelque chose qui est recherché par l'ingénierie sociale. C'est-à-dire nous montrer des choses qui nous révulsent tellement qu'on va se dire mais en fait tout est pourri, tout ce système est pourri, il n'y a plus rien à sauver. Donc on est en retrait de tout et on ne s'intéresse plus à rien. Et on passe à côté de belles histoires comme les frères Lebrun, etc. Il y en a Non, d'autres, hein, j'ai pas vraiment suivi non, mais vous avez tous les raison sports. de le préciser, en tout cas Sylvain, parce qu'effectivement, d'ailleurs, on a un contraste, enfin moi qui ai suivi quand même assez sérieusement ces Jeux Olympiques, j'ai trouvé que même il y avait un contraste carrément entre cette période olympique de 2 semaines, où effectivement il y a eu des histoires magnifiques en France, l'équipe de volley, l'équipe de rugby à 7, enfin, tous les grands sportifs, Léon Marchand évidemment, et ces cérémonies de clôture et d'ouverture qui renvoyaient quelque chose de très sombre. Et j'ai trouvé que c'était d'ailleurs, le contraste était assez saisissant et que d'ailleurs cette cérémonie de clôture, à part le fait d'invoquer les athlètes et de faire, parce qu'on est obligé quand même de le faire aux Jeux Olympiques, bah, tout le reste n'avait rien à voir avec le sport, n'avait rien à voir ni avec la France d'ailleurs, et c'était assez, et donc, voilà, il faut quand même se souvenir qu'effectivement, vous avez raison, il ne faut pas être dans le désespoir permanent et accepter aussi les belles choses, même quand elles sont organisées par des personnes apparemment malveillantes. Voilà, mais je pense que ce qu'on a vécu. Après, j'ai une autre scène à vous raconter, mais ce qu'on va se retourner contre lui, bien évidemment. Et on a bien vu toutes les réactions, toutes les choses qui se sont passées, les messes de réparation, même certains tièdes, évêques très tièdes, ont été obligés de quand même de se dire, mais attendez, là, il y avait quand même quelque chose. Une espèce de ferveur que j'ai un peu vue sur les réseaux autour du catholicisme, etc. Donc le diable porte pierre, et je trouve qu'une des pierres qui a été apportée par ces cérémonies sataniques, parce que pour moi je les appelle comme ça, c'est une sorte de dévoilement. C'est-à-dire que Macron l'a dit, alors j'ai pas la phrase exacte, mais il a dit, on a voulu montrer qui on est, en gros. On a voulu montrer qui on est, ce qu'on a dans la tête.
Et il y a un dévoilement de la psyché de nos élites. Alors, élite politique, élite artistique. Je ne mettrai pas les sportifs dedans, paradoxalement, parce que je n'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de sportifs qui suivent ça, mais il y a quand même des sportifs qui ont organisé ça, donc ils ont dû valider quand même. Donc mettons-les aussi. Élite sportive, élite économique, enfin élite un peu de tout ce qu'on peut imaginer, qui ont quand même une psyché très particulière et qui sont dans une inversion des valeurs. Ils s'en rendent compte ou pas, ils sont dans une inversion des valeurs, et l'inversion des valeurs, bah, c'est le satanisme. Donc ça correspond tout à fait avec ce qu'ils nous ont montré. Et aussi une volonté, et ça c'est très puissant dans le macronisme. Je crois que le livre de Macron, dans ses premières élections, c'était Renaissance, je crois. Révolution, c'était Révolution. Révolution, ce qui est encore mieux, ce qui m'arrange encore mieux dans ce que je vais dire, c'est que comment dire, c'est un mouvement dans le vrai sens du terme. C'est-à-dire qu'on va créer souvent des chaos pour avancer. On va créer des chaos de gilets jaunes pour pouvoir avancer son programme. On va créer des chaos, etc., etc. Et nous, on se fait prendre là-dedans dans le rouleau compresseur. Et il y avait ça dans la cérémonie. C'est-à-dire on a détruit le catholicisme dans la première partie, dans la cérémonie, et on va proposer un nouvel ordre qui n'est pas clair, parce qu'évidemment, ils vont pas nous dire clairement les choses. Mais si vous regardez tout le travail qui est fait par ces anges lucifériens sur cette espèce de monde, enfin, c'est l'anneau en fait qui représente le monde, un des anneaux olympiques, à la fin de tout ce travail qui est fait avec beaucoup de symboles et beaucoup de choses négatives, eh bien cet anneau va monter, c'est-à-dire qu'un ordre nouveau va être élevé. Et cet anneau va être élevé et il va être remis sur les autres anneaux olympiques en haut, je ne sais plus exactement à quel niveau c'est mis, mais c'est en hauteur. Donc il y a un nouveau monde qui est en marche, comme dirait Emmanuel Macron, mais c'est ça en fait, c'est vraiment ça. On a tout détruit. Là, on a vécu une sorte de rituel satanique, symbolique, puisqu'il n'y a pas eu, j'espère, de vrai sacrifice, quoi. Donc symbolique. Et maintenant, place à l'ordre nouveau. Alors, on sait, moi qui ai fait un documentaire sur la crise en Grèce, on sait que les Jeux Olympiques en Grèce, c'était en 2007, je crois, ou 2004. 2004, peut-être 2004, ouais, plutôt. 2004. Ouais, 2004. On sait que la crise grecque économique est venue dès la fin des JO. C'est-à-dire que les JO, pour eux, ça a été le début de la fin. Donc, ça pourrait être aussi une manière de nous dire, bah, le nouveau monde, ça va être celui qu'on nous vend depuis des mois, depuis des années, avec tout ce qu'on a connu, les gilets jaunes, le Covid, la crise sanitaire, etc. Avec, prenons le contre-pied de ce qui est en dehors du rituel, ça c'est très important. Il faut regarder comment se sont passés les Jeux à Paris, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de QR codes, beaucoup de contrôles, des drones, surveillance exacerbée, crise économique, évidemment crise politique parce que c'est à se demander si c'est pas voulu parce qu'il n'y a pas de gouvernement pendant ces Jeux Olympiques. C'est-à-dire que tout est à plat. On est dans un monde, René Girard dirait, on est dans un monde totalement indifférencié. C'est-à-dire que les hiérarchies, pardon, sont absentes. Donc il va falloir recréer des hiérarchies. Et Girard nous explique que pour recréer de la différence, eh bien, il va falloir pratiquer des sacrifices symboliques ou réels. Donc symbolique, ça peut être une crise monétaire. On sait, vous avez eu une émission avec Philippe Murer là-dessus il y a quelques jours Bien sûr. sur sur la crise financière. Ça peut être beaucoup de choses, hein. Je ne vais pas faire le prophète de malheur, hein. Je ne le souhaite pas du tout. Mais ça peut être aussi ça, ça peut être d'autres choses, hein. Je sais qu'il y a des choses très très négatives qui sont prévues pour septembre pour la rentrée, pour nos jeunes dans les écoles au niveau de ce qu'ils appellent l'éducation À la à la sexualité. sexualité et à c'est pas sensibilité, mais quelque chose dans le genre. Donc moi, j'ai suivi un peu tout ça. D'ailleurs, vous aviez fait une émission là-dessus aussi. Hmm. Euh, et donc, bah, ça peut être plein de choses comme ça en réalité. Donc là, on a vraiment eu l'impression d'avoir une parenthèse toute girardienne en réalité de chaos, indifférénciation généralisée des masses, parce qu'on était tous spectateurs. Enfin, on était tous un peu atomisés. Aujourd'hui, on va parler dès demain, je pense, même dès aujourd'hui, du JO Blues.
Oui, oui, oui. Enfin, les Il y a, gens vont être en il y dépression, a- il y quoi. a Enfin, beaucoup de gens, voilà. Il y avait d'ailleurs une éditorialiste sur France Télévisions qui expliquait que finalement, en substance, les Jeux Olympiques, c'était devenu le sens de la vie de quelqu'un, c'était devenu le sens de notre vie. Et d'ailleurs, j'en profite parce que votre analogie est très intéressante sur le fait que ces Jeux Olympiques seraient, on va dire, une sorte de simulation du monde à venir pour les citoyens, puisqu'effectivement, donc, on est dans le spectacle permanent. Dans la prouesse permanente, dans les écrans, puisqu'on suivait tous la cérémonie, les Jeux Olympiques depuis notre télé. Et puis, il faut voir aussi à quel point euh, toutes les personnes, toutes les Léa Salamé, toutes les grandes opinions de France louaient cette période, expliquaient que la France était devenue d'un coup heureuse, magnifique, extraordinaire. Donc on ne peut que se dire, ces gens-là vont tout faire pour qu'on reste dans cette situation olympique. Et effectivement, l'histoire de votre gouvernement, du rapport au pouvoir aussi, est très intéressante, puisque on a euh, une autorité qui est effectivement nulle part, mais qui est totale, puisqu'il y a le contrôle des masses avec les QR codes et les caméras. On a voilà, une sorte de fraternisation obligatoire, de joie obligatoire, et c'est vrai que c'est une situation extrêmement dystopique. bah, il y avait vraiment, j'avais eu cette réflexion tout comme ça en famille, parce qu'évidemment, on est sûr de rien. Mais j'avais vraiment eu cette vision que les Jeux Olympiques, c'était la pilule bleue, quoi, de 1984. Hmm. C'est-à-dire, prenez-en un peu, vous verrez, vous allez être heureux. L'immigration a disparu. Moi, je voyais, j'ai vu quelques images, vous avez dû regarder ça, Valentin, vous qui êtes cycliste, du vélo à Paris. Je me suis cru vous mettez ça en noir et blanc, c'était la France des années 50. C'était incroyable. Et je m'étais dit, mais ça, c'est vraiment, mangeons un peu de pilule bleue pour être un peu heureux. Moi, j'ai pas de télé chez moi, donc on est passé à côté de tout ça. Mais il y a ce côté-là quand même, et on doit être aussi un peu responsable de notre vie, c'est-à-dire qu'on peut quand même apprécier, regarder une compétition sportive. Moi, j'ai regardé quelques sets, j'aime bien le ping-pong des frères Lebrun. On peut apprécier ça quand même sans tomber non plus dans du pain et des jeux, hein. Bien sûr. On doit aussi être un être responsable. Tu veux pas tomber dans tu regardes les JO, donc t'es un soumis au système. Je veux pas tomber là-dedans, j'aime pas trop ces choses-là. Le Ça sport, fait pour moi, partie c'est quelque d'ailleurs chose. c'est la face, le revers de la face de la décadence, c'est-à-dire refuser tout et devenir une caricature de. D'ailleurs, je crois que c'est même, vous l'avez tweeté ou je sais pas, vous avez fait un tweet là-dessus où on devenait nos ennemis en devenant une Exactement. caricature, dans l'opposition systématique. C'est tout girardien. Ça, je pense que c'est intéressant à dire peut-être maintenant par rapport à tout ce qui se passe, parce que c'est une grosse entreprise d'ingénierie sociale comme tout ce qu'on a aujourd'hui. C'est que évidemment, il y a beaucoup de moyens de détruire un peuple. Il y a peut-être même qu'on subit tous les moyens. Il y a évidemment le grand remplacement, la guerre, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Et il y a aussi ce que René Girard nous permet de comprendre, c'est que à force d'être dans le rouleau compresseur toute la journée, de dire mais regarde ce qu'ils font, tout ce qu'ils font est mal, regarde comment ils pensent, et bien finalement on va devenir une sorte de miroir de ces gens-là et on va devenir comme eux. Je crois que j'avais mis ça un peu sur Twitter, c'est pour mieux détruire l'adversaire qu'ils deviennent comme nous. C'est presque un peu asiatique comme manière de voir les choses, quoi. Mm. On n'a même plus besoin d'être en confrontation directe. Comme il pense comme nous désormais et qu'il est aspiré par tout le mal qu'on peut faire, eh bien, il sera comme nous, il pensera comme nous, et lui, il sait que c'est mal ce qu'on pense, donc il va petit à petit dépérir. Euh, voilà, donc je pense que ça, c'est une vision importante à garder en tête pour ne pas sombrer Moi, j'ai vu des tweets passés par des gens de notre milieu, on va dire, élargi, en disant, mais comment est-ce que vous pouvez être heureux de regarder ces JO, c'est un scandale, c'est du sport business, c'est tout ce qu'on veut. Mais moi, j'ai envie de dire à ces gens, moi, j'ai fait un peu de sport, pas comme vous, Valentin, à un tel niveau, mais j'ai fait un peu de sport, à un niveau très, très, très bas, très, très amateur. Et en tombant par hasard sur une vidéo des frères Lebrun quand ils étaient gamins, mais regardez-les parler devant une caméra quand ils avaient, je sais pas quel âge, 15 ans pour l'un et puis peut-être 10 ans pour l'autre. Ils ont des étoiles dans les yeux et ils font du sport. Ils font simplement du sport et c'est hyper sain de faire du sport. Enfin, je sais pas, c'est délirant de devoir dire ça aujourd'hui. Ça fait partie un esprit sain dans un corps sain, Mm. quoi. Ça doit être quelque chose de naturel. Donc, attention à tout ça parce que je pense vraiment que c'est un des objectifs. C'est peut-être un peu complotiste ce que je vous dis là, mais je pense vraiment que c'est un des objectifs de tout système d'ailleurs, c'est d'endormir le peuple en le faisant penser comme ce système. Et comme nous, intrinsèquement, on sait que c'est mal, hein, tout ce qui se passe, parce que la loi naturelle est un don divin, donc on sait que c'est mal, quelle que soit sa religion, eh bien, ça va nous faire baisser et et nous rendre totalement amorphes, et puis nous détacher complètement de la réalité.
Non, mais vous avez complètement raison de faire ce rappel et d'ailleurs on finira cette émission un peu plus tard en expliquant, voilà, en réfléchissant à quelle attitude il faut avoir face à ces jeux et face à cette période et ces événements effectivement malsains qui nous arrivent. Et devenir une caricature en opposition de ce système n'est pas forcément une solution très viable sur le long terme. Je voulais revenir quand même avec vous sur cette cérémonie, notamment la cérémonie d'ouverture là, puisque un des aspects qu'on a peu évoqué, c'est l'idéologie, l'omniprésence de l'idéologie LGBT. Et en vous écoutant parler de ce voyageur qui transgresse les frontières, de Tom Cruise et de la scientologie qui prône le dépassement de soi pour voilà, l'immortalité, l'absolue puissance de l'homme, eh bien, on retrouve aussi avec les LGBT le fait de ne pas se circonscrire à son sexe, par exemple, ou à son assignation de naissance. Est-ce qu'on peut faire un rapprochement là-dessus? Et d'ailleurs, même aller jusqu'à dire que c'est un travestissement des valeurs du sport qui se dépasse par l'effort et par la souffrance physique, l'effort, la répétition, là où il suffit de se décréter un jour femme pour devenir une femme. Et en fait, on a vraiment un travestissement de se dépasser par l'effort à se dépasser par la revendication et la volonté de soumettre le monde à ses idées. Alors sur le côté sportif, j'y avais pas pensé. Je pense que vous avez totalement raison. C'est très très bien vu. Moi, là où je peux apporter ma petite expertise entre guillemets, c'est plutôt sur le côté anthropologique. Hmm. J'avais sorti en 2015 un documentaire qui s'appelait Le sang du père, un meurtre universel. Et donc dès 2015, ce documentaire expliquait que la mort du père, donc je ne fais pas toute l'histoire de la mort du père, mais la mort de la figure du père, allait amener à la toute-puissance de la figure transgenre. C'est clairement dit comme ça dans le documentaire en 2015. Et à l'époque, on m'avait dit, mais comme d'habitude, vous allez trop loin, etc. Ce qui était peut-être vrai, hein. Enfin, moi, j'ai pas la science infuse. C'était vraiment la conclusion d'un travail. Et j'en reparle dans mon livre René Girard du désir à la violence de manière plus approfondie encore. Mais ce qu'on pourrait dire là-dessus, c'est quoi? C'est que si on reprend ce qu'on a dit tout à l'heure, le monde moderne est une sorte d'indifférenciation généralisée. Il n'y a plus de hiérarchie entre les parents et les enfants, entre le maître et l'élève, entre Dieu et l'homme, finalement, avec tout le processus transhumaniste, l'homo deus, etc. Entre le Et national et finalement, l'étranger aussi. exactement, on peut vraiment faire tout un panel de toutes ces indifférenciations qui nous dominent. Et finalement, biologiquement, aujourd'hui, on voudrait nous imposer l'indifférenciation biologique en réalité. C'est-à-dire que vous n'êtes ni un homme ni une femme. J'ai même l'impression qu'on est passé à ce stade-là, c'est-à-dire qu'il y a encore 6 mois, un an, on nous disait, mais tout le monde peut choisir son sexe. Et j'ai l'impression qu'on passera assez vite, mais pourquoi choisir en réalité? Hmm. Pourquoi est-ce on ne sera pas totalement les deux de toute notre vie? Puis Oui, peut-être ou plus être l'un par rapport à le l'autre, mardi un homme et le mercredi une femme. Et à par partir du moment où c'est exemple. le ressenti qui prime, de toute façon, tout est possible finalement. C'est une marche en avant. Exactement. Et donc, on aurait une espèce de figure quasiment religieuse avec cette personne du transgenre, du transsexuel, qui en plus ne correspond pas, il faut quand même être honnête. On a tous connu à un moment donné quelqu'un qui se déguisait ou qui faisait quelque chose. Moi, j'avais un prof de fac qui faisait ça. Vous voyez, donc, tout est possible, hein. Qui se déguisait en femme la nuit. Mais lui serait choqué de ce qu'il voit. C'est-à-dire qu'en plus, les transgenres, les transsexuels qui nous sont montrés sont des gens soit obèses, soit très malsains dans les caricatures, dans les déguisements, etc. Donc en plus, on va au-delà du problème philosophique et religieux du transgenre, c'est qu'on montre vraiment la décadence, la pire décadence qui soit. Donc ça, c'est très important. Et ce que nous dit Girard, je le répète, c'est que à la fin de toute indifférenciation, il y a forcément une pratique sacrificielle. Donc moi, j'explique dans mon livre sur René Girard et je démontre pourquoi, là, je vais pas le faire parce que c'est pas le sujet du jour, mais j'explique pourquoi et comment la transition de genre, comme on appelle ça maintenant, d'un adolescent ou d'un enfant qui va vouloir changer de sexe, comment et pourquoi ça, c'est un nouveau sacrifice humain, réel. Et j'explique vraiment ça, j'espère en tout cas de manière précise, philosophiquement et anthropologiquement. Donc c'est aussi une forme de sacrifice moderne. Donc, ce ne sont pas des figures à mettre. Enfin, on ne peut pas se dire comme à une époque. Vous savez, je ne sais pas si vos parents, ou enfin, vous êtes beaucoup plus jeunes que moi, mais moi, mes parents sont des boomers.
toute la génération des boomers. Alors mes parents sont pas du tout là-dedans, eux, ils comprennent tout, ils voient tout, et j'ai beaucoup de chance là-dessus. Vous avez de la Il y a chance. toute une génération, ouais, il y a toute une génération de boomers qui ne voient pas, quand ils vont regarder cette vidéo, ils diront, mais ces deux jeunes sont complètement fous. C'est pas du tout ce qui est montré. Et donc il y a toute une génération qui ne verra jamais ça. Mais je ne sais plus pourquoi je voulais dire ça, mais c'est quand même important de l'avoir dit. J'avais autre chose à dire après, mais j'ai oublié. Non, mais vous avez raison, Mais parce que moi effectivement, mes parents qui ont une cinquantaine d'années en moyenne, n'ont pas été choqués plus que ça. Alors ah, voilà, je ne vais pas révéler les discussions de famille, mais on m'a dit oui, c'est très bien, c'est nouveau, c'est nouveau. Alors il y a le culte du fait que ce soit nouveau, donc parce que c'est nouveau, c'est bon par essence. Voilà, donc ça amène à une transgression perpétuelle, quoi. Mais évidemment, sans qu'aucun de mes parents, je rassure les auditeurs, ne soit ni sataniste ni transhumaniste, ou voilà, en fait, mais c'est simplement que ils ont réussi vous voyez, ils ont avalé la pilule bleue du système, c'est-à-dire ils ne voient pas le mal, et d'ailleurs ça va nous amener à cette présence du mal, puisque ça nous renvoie aussi au fait que le mal existe bel et bien. Pendant longtemps, on a voulu faire du mal une sorte d'abstraction intellectuelle. Là, on constate le mal sous nos yeux, et c'est quelque part, comme vous disiez, le diable porte-pierre, c'est-à-dire ça permet d'avoir une sorte de retour au réel. Voilà, le mal a une existence manifeste, et le diable aussi. Mais en tout cas, voilà, pour beaucoup de gens aujourd'hui, je serais pas étonné qu'en tout cas, si on avait un sondage, plus de 50% des Français aient apprécié cette cérémonie. oui, je ne serais pas étonné, peut-être même plus. Mm. Moi, j'y croyais assez au premier sondage de 80 et quelques pourcents qui avait apprécié la cérémonie. Je pense que c'est vrai. C'est tellement. Et puis, il y a aussi le phénomène de pas de vague en France. Mais en tout cas, ce que vous avez dit, je pense, est très, très important. C'est que pendant longtemps, même beaucoup de prêtres, comment on appelle, modernistes, disons modernes, voilà, de prêtres un peu trop modernes, disaient, mais non, mais le diable n'existe pas, les enfers, ça n'existe pas. On a déjà entendu ça quand même, Mm. hein, même pour des religieux. Ou alors c'est Et là, le abstrait. fait, C'est pour exactement, faire peur aux enfants. voilà, c'est ça, c'est le petit coup de bâton pour dire attention, sinon tu vas descendre aux enfers. C'est le père Feuettard, pour faire honneur à une tradition bien lorraine que vous connaissez. Exactement. Et, mais finalement, le fait de montrer le mal, comme ça a été montré là, il y a toute la jeune génération, et même des plus anciens, hein, ont bien vu que le mal existe, on le voit même en dehors de ces cérémonies. Eh bien, le diable porte en pierre, si le mal existe, si la logique est encore un peu présente dans la tête des gens, eh bien, si le mal existe, le bien existe aussi. Donc ça peut aussi être une manière finalement de se rapprocher de Dieu. Il y a beaucoup de témoignages de gens qui se convertissent parce qu'ils ont rencontré le mal, quoi, avec un M majuscule, dans leurs relations humaines ou même dans des choses plus spirituelles. Donc, encore une fois, je ne me suis pas trouvé, j'ai vu le mal qui était en face de moi, mais je ne me suis pas trouvé, comment dire, déprimé par rapport à tout ce que j'ai vu. Et je vais même vous faire une confidence. Je me suis même dit, alors c'est peut-être l'ego qui a parlé, mais je me suis même dit, mais parce qu'on doute quand on dit des choses comme ça, forcément on doute un peu. Et quand on écrit des livres, on peut douter, est-ce que je suis allé trop loin, etc. Et parfois je me suis dit, mais ils viennent de valider tout un travail qu'on a pu faire avec d'autres. Je pensais à Rémy Tel, on en parlait avec Rémi pas plus tard que ce matin. Euh, Ça a validé beaucoup d'auteurs qui sont un peu dans notre mouvance et qui ont osé aller un peu loin et qui ont dit qu'on vivait dans un monde un peu satanique. Et finalement, ça a validé un peu ce qu'on avait pu imaginer. Et c'est le système qui le valide, qui est quand même assez paradoxal, mais quelque part assez plaisant. Mm. Donc ça doit aussi nous motiver tous à continuer à travailler parce qu'on sent qu'on a quand même un rôle à jouer, parce qu'il va falloir se poser la question quand même, critiquer c'est bien, analyser c'est bien, ce qu'on a fait c'est très bien, je pense qu'il faut le faire, hein, c'est obligatoire même, mais il va falloir se poser la question de que fait-on maintenant? Que tout s'est dévoilé, maintenant que le dévoilement est là, je ne vais pas faire mon prophète de l'Apocalypse, mais l'Apocalypse ça a deux sens. C'est la fin le sens vulgaire, la fin du monde, la fin d'un monde, on va dire, mais ça a aussi le premier sens, c'est le sens de dévoilement, Mm. dévoiler une réalité, dévoiler la vérité. René Girard dit par exemple que le sacrifice du Christ, c'est une forme de dévoilement, c'est-à-dire qu'on a dévoilé comment fonctionnent les forces du mal et on va proposer entre guillemets, c'est un peu hollywoodien ce que je vous dis, mais on doit être Non, mais vous faites compréhensible. bien.
et comment on va dévoiler les forces du bien, entre guillemets. Donc il y a une forme de dévoilement actuel du mal. Donc que fait-on? Moi, je m'étais un peu battu pendant les élections en disant, mais finalement, est-ce que ne pas aller voter, est-ce que c'est pas finalement ce qu'ils veulent? C'est-à-dire nous retirer du système, nous retirer de la politique. Peut-être qu'on devrait s'engager quelque part, montrer qu'on existe. Je pense aux catholiques, par exemple, qui peuvent nous écouter. Nous autres catholiques, disons traditionnels, on n'existe nulle part que dans la réaction. On n'a pas de groupe de réflexion, on n'a pas de groupe de pression, on n'a rien. On n'existe pas politiquement parlant. Je veux dire, je ne dis pas qu'il faut se présenter à des élections, mais si demain, peut-être que je suis naïf hein, et je pourrais tout à fait l'accepter, mais si demain une masse de catholiques traditionnels décide de voter pour un parti, je ne parle pas forcément du RN, hein, les souverainistes, ou tout ce que vous voulez, qui vous dit qu'il ne serait pas obligé de prendre en compte nos idées à nous? Alors, ça fait un peu entrisme hein, ce que je vous dis, mais c'est comme ça que beaucoup de mouvements ont gagné. En Hein. tout cas, c'est comme ça que la démocratie fonctionne, ça c'est sûr. Non, je voulais rebondir sur ce que vous avez dit avant, c'est-à-dire je pense que là, effectivement, on a une sorte de révélation et il n'y a plus que deux mondes qui s'opposent, quoi. C'est-à-dire que eux nous ont montré exactement ce qu'était leur monde, ce monde d'indifférenciation, de transgression, d'inversion des valeurs. Et puis il y a le monde traditionnel qu'il nous appartient à nous, en tout cas, de faire revivre ou de faire vivre. Mais justement, donc ça nous amène à cette question finale. Là, vous avez commencé à y répondre. C'est que doit-on faire en fait face à ces événements? Vous pensez qu'il faut s'engager? Moi, je vais me faire, non pas l'avocat du diable, mais en tout cas, j'ai un petit peu le poil à gratter. Quand vous expliquez que, par exemple, il faut aller voter parce que est-ce qu'ils ne veulent pas au final qu'on n'aille pas voter? Est-ce qu'on pourrait aussi expliquer que le système, justifier que le système veuille qu'on continue à voter parce qu'ils veulent qu'on continue de croire en ce système? Donc, Tout à fait. j'ai pas la Non, réponse à mais cette question, mais moi non et plus. puis il y a le problème du nombre aussi, en tout cas si on se restreint aux catholiques traditionnels, mais même globalement aux gens qui aspirent à un monde fait de nos valeurs à nous. Est-ce qu'il n'y a pas plus d'intérêt à, je sais pas, essayer de former des communautés un peu autonomes, retrouver le travail de la terre, retrouver la primauté de la vie de famille, plutôt que d'essayer de jouer avec les règles de ce système en place? Voilà, je vous dis ça vraiment en n'ayant pas la réponse à cette question, mais justement, je pense que J'ai c'est intéressant qu'on puisse en discuter ensemble. tout à fait. Moi, je suis dans les mêmes questions que vous, pour être honnête. J'avais trouvé une petite fenêtre d'Overton qui s'ouvrait pendant les élections dernières, donc je pensais que là, il fallait y aller pour pousser cette fenêtre, Bien qui sûr. sera peut-être plus jamais le cas. Hein. Peut-être que ça n'arrivera plus jamais dans aucune élection. Alors, je ne dis pas qu'il faut aller voter, si vous voulez. Je dis que faisons tout, en fait. Mm. Pourquoi nous priver d'une seule chose? Prions comme si l'action ne menait à rien et agissons comme si la prière ne menait à rien. Je Mm. ne sais plus qui a dit ça, c'est Sainte Thérèse, je crois. Il me semble que c'est Sainte Thérèse d'Avila, à vérifier. Mais je pense que nous devons faire ça, nous devons fonder des familles. L'aspect communautaire, moi, pour être honnête, j'ai de plus en plus de mal, mais ça me regarde. Mais faisons-le. Je comprends aussi, hein, Euh, pas de souci. C'est très euh, compréhensible en tout cas. oui, moi, je viens de la campagne, hein, et puis mes parents y vivent toujours, donc je sais que la campagne n'est pas un paradis terrestre. Il y a beaucoup de problèmes. Enfin, bref, ce serait une autre émission. Mais j'aurais une idée que je pourrais lancer comme ça, qui m'est venue. Comme ça, les gens pourront dire maintenant, Durin, vous dites n'importe quoi, comme d'habitude, je ne sais quoi. Euh, Pourquoi ne pas se créer des communautés, mais des communautés politiques, dans le bon sens du terme politique, c'est-à-dire se retrouver. Prenons le cas des catholiques, alors pas que traditionnels, mais pourquoi pas se retrouver avec en tant que catholique. Pourquoi pas se retrouver pour d'abord se rencontrer, se connaître, ce qui est quand même déjà pas mal, mais avec un objectif. Moi, je ne crois pas trop aux amitiés de circonstances, si vous voulez. Je pense que l'amitié réelle, c'est la vie et puis enfin, c'est la vraie vie entre guillemets qui vous les donne. Et c'est pas le combat politique, mais si on a un objectif commun politique, on peut peut-être s'entendre et faire force de pression. On a eu entre guillemets la chance d'avoir beaucoup de députés, disons de droite ou RN ou ce que vous voulez, qui ont été élus. Ce sont des gens que beaucoup de mes amis ou de nos amis connaissent. Moi, je ne les connais pas personnellement, sauf quelques-uns dans la région. Mais on a un meilleur accès à ces gens-là. Pourquoi ne pas leur proposer des choses? On a des choses à dire sur la famille, on a des choses à dire sur la loi naturelle, on a des choses à dire sur l'école. Enfin, ne pas pourrir la tête des enfants, tout le monde est d'accord avec ça.
90% des gens sont d'accord avec ça. Donc moi, je pense qu'on a un rôle à jouer là-dessus. Force de proposition individuelle, ça marche pas. Je vous dis par exemple ce que nous avait dit notre abbé ici dans la chapelle où je vais le dimanche. Il nous avait dit par rapport à la cérémonie d'ouverture, eh bien, évidemment, messe de réparation, mais il faut un acte politique derrière. Et moi, j'avais trouvé ça très sain. Et son idée à lui, c'était, eh ben, tout le monde, vous écrivez une lettre, une seule lettre, vous changez le destinataire à chaque fois, et vous l'envoyez à votre député, à votre sénateur, à l'Élysée. Ça coûte un timbre. Mais s'il y en a 100 000, au moins, ils vont voir on n'est pas mort, quoi. À votre évêque, à votre curé de paroisse. Parce que moi, le curé de paroisse, c'est un autre encore, parce que j'ai Saint-Léon qui est pas Hmm. très loin de chez moi. Et en fait, si tout le monde le fait, enfin, en tout cas, les gens de notre milieu qui sont bien intentionnés, il ne s'agit pas d'insulter les gens, hein. Il s'agit de dire qu'on a été outré et qu'on propose telle ou telle chose. Et comme on n'est pas organisé, ça va être des lettres qui vont être diffusées individuellement. Mais si on était organisé, des associations, des comités, enfin, je sais pas, mais je connais rien. C'est une idée qui m'est venue comme ça il y a une semaine, hein. Eh bien, peut-être que ça peut avoir du poids. Et ça peut jouer sur le local. Je pense qu'il faut s'intéresser au local. Si on s'organise dans les écoles où sont nos enfants, pour que ces choses LGBT insupportables ne puissent pas rentrer, pour que le planning familial ne puisse pas rentrer. Voilà, il y a plein de choses à faire. Au niveau politique, dans le vrai sens du terme, je ne parle pas d'élection ici. Encore une fois, je tiens à être clair, quand j'ai appelé à voter, c'était parce que pour moi, il y avait une fenêtre dans ces élections qui pouvait pousser certains sujets. Et peut-être que ça n'arrivera plus. Et si ça arrive encore, je le redirai. Il n'y a aucun problème. Voilà, c'est une idée comme ça qui est peut-être naïve. Non, non, J'en mais aurais. en tout cas, c'est une idée qui a le mérite de proposer de l'action, et c'est vrai que on a tendance à, pour faire un peu l'autocritique de notre camp, à se contenter un peu d'émissions comme celle-là d'analyse, certes, mais qui font qu'au final, on ne déplore qu'une situation qui elle, perdure. Donc voilà, le temps est aujourd'hui quand même à l'action, même si c'est pas entre guillemets pas grand-chose. C'est quand même voilà, avec les petits riens qu'on fait les grands tout, pour prendre une expression plus triviale. Et puis voilà, je pense que tout le monde est d'accord. Et c'est vrai que si on n'est pas capable de faire un message politique et une action politique qui défendent ses idées, si on est simplement capable de tweeter, voire de liker des tweets qui déplorent notre situation, eh ben, on ne voit pas pourquoi cette situation s'arrêterait, puisqu'effectivement, on est une bien piètre menace face à nos ennemis. Peut-être un dernier mot, si vous me Je vous permettez, en prie, Valentin, oui, parce bien que sûr. ça me marque souvent. Euh, je pense vraiment que le socle de tout ce qu'on vient de dire, c'est la famille. Hmm. Ou que vous viviez campagne, etc., que vous soyez catholique ou pas. Enfin, c'est vraiment fonder une famille. Et en fait, ça va vous obliger. Et moi, souvent, j'ai cette réflexion en tête et je sais qu'on est beaucoup à la partager, mais c'est dans 20 ans, je veux pas que mes enfants me disent, mais toi, qu'est-ce que tu as fait? T'as rien fait pour empêcher ça. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Il faut qu'on puisse, en fait, ça doit nous obliger et ça vous obligera. Sauf si vous fuyez quand vous devenez père, évidemment. Mais si vous êtes quelqu'un à peu près normalement constitué, ça vous obligera, même si vous êtes quelqu'un d'un peu tiède, ça va vous obliger à vous forcer et à devenir quelqu'un de respectable et sur qui on doit pouvoir s'appuyer, puisque c'est le rôle des parents, évidemment, c'est que les enfants doivent s'appuyer sur eux. Et vraiment, dans 20 ans, qu'est-ce qu'ils pourront dire de vous? Ou quand vous serez mort, que diront vos descendants? Ça, pour moi, c'est vraiment très, très, très important. Et ça transcende vraiment tous les courants politiques, tous les pays. Enfin, c'est vraiment des idées de loi naturelle. Je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à creuser aussi cette thématique de la loi naturelle. Mais ce serait pour d'autres émissions. On est complètement d'accord. Et puis voilà, le sens de retrouver la responsabilité, c'est déjà la première pierre vers retrouver simplement la hiérarchie, et derrière les valeurs qui nous obligent et qui nous transcendent et qui habitent notre terre depuis tant et tant de siècles. Merci beaucoup en tout cas, Sylvain Durin. Donc on a bien brossé, je pense, toutes ces cérémonies d'ouverture et de clôture, de ce monde à venir, et puis ce qu'on doit faire nous en tant que Français, en tant que, si on est Français, catholique si on est catholique, en tout cas en tant que personne qui refuse le monde à venir et qui aspire à vivre dans un monde de valeurs plus traditionnel
personnel. Merci à tous, en tout cas, chers auditeurs de Toxin. Je rappelle qu'il est très important de vous abonner à notre chaîne et de mettre des pouces en l'air pour voilà, entraîner des vidéos comme celle-ci, voir que voilà, on ne se contente pas simplement d'analyser, mais qu'on propose aussi à notre faible mesure, à notre faible échelle, des solutions hein, pour ne pas voilà, mourir et dans le marasme qui nous habite. Donc voilà, continuez, si vous pensez que cette chaîne est importante, à la soutenir, à liker, à nous envoyer aussi des dons, puisque nous pouvons faire des dons via Tipeee. Et puis, on se retrouve demain à 18 h encore, pour une interview beaucoup plus politique. Ce sera Guylain Benessa, l'avocat, qui nous parlera. Voilà, donc maintenant que la trêve olympique est terminée, des options qui s'ouvrent à Emmanuel Macron et du potentiel nouveau gouvernement. Je vous dis bonne soirée, merci encore, et à demain.